Dans cette nouvelle formation JavaScript, nous proposons de bâtir une petite application web permettant de convertir les unités de mesure. Illustration avec cette version finalisée, l'internaute sélectionne par clic une unité de départ ainsi qu'une unité finale pour la conversion. Puis tape une valeur à convertir dans la zone de texte prévue à cet effet, par exemple 5 pour 5 cm, et enfin clique sur le bouton convertir pour obtenir de façon évidente le résultat de la conversion des centimètres en inch, c'est-à-dire en pouces en version anglo-saxonne, et constater en l'occurrence ici que 5 cm équivalent à 1,969 inch. Dans la foulée, nous pourrions très bien, demander la conversion dans une autre unité, comme le pied, qui est plus grand forcément que le pouce, le inch, et nous cliquons donc sur le bouton convertir pour obtenir instantanément l'autre résultat de la conversion. Pour réaliser cette petite application au demeurant assez simple, mais sur laquelle il y a quand même pas mal de réglages à réaliser, nous partons comme toujours d'une structure web existante, mais sur laquelle, hormis la disposition et la mise en forme des calques, aucune action, y compris d'ergonomie, n'est prévue. Ça veut dire que nous avons tout à coder. Comme toujours, les sources sont proposées au téléchargement sous forme d'un fichier compressé sur le site bombache.fr. Après la décompression, vous obtiendrez cette arborescence avec, à la racine, notre page web qui propose la structure par défaut. Notez la présence dans les ressources externes d'un sous-dossier JS qui propose un petit fichier de script externe, tabconversion.js, que nous allons éditer pour faire quelques remarques. Celui-ci, sous forme de variable, de chaîne de caractères, comme vous le constatez, recense toutes les unités de mesure. Par exemple, la variable unité recense le kilomètre, le mètre, le décimètre jusqu'au yard. Ces unités de mesure sont toujours proposées dans le même ordre, séparées dans cette chaîne de caractères d'un tiret qui sera facilement reconnaissable pour ensuite, par le code JavaScript, effectuer une découpe et récupérer la bonne information selon les choix de l'utilisateur sur les unités de mesure de l'interface web. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ensuite des variables km pour kilomètre, mètre, décimètre, dans laquelle nous avons le facteur de conversion dans chacune des unités de mesure, respectivement, pour chacune d'entre elles, dans l'ordre où elles sont énumérées dans la première des variables de type texte. Comme vous le savez, comme il s'agit d'un script externe, dans notre page web par défaut, donc celle que vous allez ouvrir dans votre éditeur directement après la décompression, en l'occurrence convertisseur distance JavaScript, pour pouvoir accéder à ces variables, il faut qu'elles soient chargées en même temps que la page web. C'est la raison pour laquelle, dans la section Aide de notre code HTML, nous allons ajouter sa référence avec notre balise script, pour laquelle nous allons prendre soin, comme toujours, de définir l'attribut type texte JavaScript, comme vous le savez, et ensuite, il ne s'agit pas d'y inclure un code JavaScript, mais de faire référence à son chemin d'accès par l'attribut src. Pour l'instant, nous le laissons vide de façon à bien prendre soin de borner notre balise script. Et comme nous l'avions précisé dans la formation précédente, dans le développement web, nous raisonnons toujours en chemin relatif, c'est-à-dire par rapport au dossier de notre page web par défaut, nous allons désigner le sous-dossier qui se nomme JS / puis le nom de notre fichier de script externe. Pour l'instant, il ne sert à rien de tenter de consulter les effets sur notre page web puisque nous n'avons fait qu'ajouter une référence à ce fichier de script externe. Nous le verrons quand nous accéderons à ces variables juste par leur nom. Il s'agit maintenant de commencer à réaliser les premiers réglages d'ergonomie. Souvenez-vous, sur l'interface finalisée, lorsque l'utilisateur clique dans la zone de saisie, le texte par défaut disparaît pour laisser, ou pour plutôt ne pas gêner l'utilisateur et lui permettre de saisir, mais lorsque ce dernier ne saisit aucune information, la donnée textuelle lui rappelle effectivement à quel endroit il doit opérer cette saisie. C'est la raison pour laquelle nous allons directement, comme nous savons le faire désormais, générer un événement dans notre zone de texte que nous pouvons trouver pour un éditeur Notepad à la ligne 59 et à laquelle, avant
de déclencher un code JavaScript, nous allons associer un identifiant qui, je vous le rappelle, est absolument nécessaire pour pouvoir piloter un contrôle HTML par le code en JavaScript, puisque à l'issue, au clic sur le bouton convertir, il faudra récupérer la valeur numérique qui est saisie. Nous choisissons attribut ID donc de le nommer distance. Je vais zoomer un petit peu l'éditeur de code. Et puis, comme vous le savez, tout un tas d'événements sont disponibles directement avec les éléments HTML. En l'occurrence, l'événement onClick permet de gérer ou d'intercepter le clic sur la zone d'influence sur le contrôle. OnClick, que faisons-nous? Donc, égal et entre double cotes. Nous allons déclencher un code JavaScript, c'est pourquoi nous préfixons notre syntaxe de JavaScript 2 points, bien que ce ne soit pas nécessaire, mais nous sommes puristes. L'objectif est de pouvoir nous assurer que c'est toujours la valeur par défaut qui est inscrite dans le contrôle, auquel cas eh bien, nous la réinitialisons, sinon bien sûr nous la laissons telle qu'elle. C'est la raison pour laquelle nous encapsulons un test avec l'instruction conditionnelle if, et je vous rappelle l'objet 10 dans ce cas précis qui permet de désigner le contrôle en cours, en l'occurrence le input. Nous aurions pu utiliser l'objet document et sa méthode getElementById en précisant distance. Mais résultat, ici, la syntaxe est plus courte, plus nette. Si le contenu de cette zone de texte propriété value, point value, est égal, je vous rappelle que l'égalité dans un critère eh bien, se matérialise par la succession de deux symboles égales. Un seul est valable pour définir une affectation, ce n'est pas le cas ici. Eh bien, si le contenu de cette zone de texte est égal entre simple cote, puisque nous sommes déjà entre double cote, est égal au texte par défaut, que nous prenons soin de copier et coller pour ne pas faire une erreur sur l'un des caractères, à ce moment-là, nous ouvrons la collade, d'ailleurs, nous allons prendre soin de la fermer avant de coder l'action qui va s'y trouver, eh bien nous allons tout simplement réinitialiser la zone de texte, soit 10.value est égal à 2 cotes pour indiquer que nous vidons son contenu. Nous enregistrons les modifications et nous allons constater l'effet sur notre structure proposée donc par défaut. Lorsque nous cliquons, en effet, la zone se vide, le résultat est intéressant. En revanche, constatez que si d'aventure l'utilisateur eh bien, ne va pas saisir dans la foulée cette information numérique, eh bien, la zone de texte reste vide. Par esprit de rigueur donc, nous choisissons lorsque l'action n'est pas finalisée, eh bien, de remettre le texte par défaut, sauf si eh bien, l'utilisateur a effectivement saisi une valeur numérique. Cette fois-ci donc, ce n'est pas au clic sur la zone, mais c'est lorsque l'événement intercepté consiste à détecter que la souris sort de la zone d'influence. C'est aussi un gestionnaire que nous avons présenté dans une autre formation, onMouseOut, qui littéralement signifie lorsque la souris sort du contrôle. Eh bien, le raisonnement est quasiment inverse. Si l'utilisateur n'a rien saisi, ça veut dire si la zone de texte est toujours vide, dans ce cas-là, par esprit de clarté, disons, eh bien, nous réaffectons au contenu de cette zone de texte l'information par défaut qui sert à l'aiguiller. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur, nous enfonçons la touche F5 du clavier, voire CTRL F5 pour vider le cache afin de pouvoir tester depuis le début. Lorsque nous cliquons, le texte disparaît. Lorsque nous sortons et que nous n'avons rien saisi, il réapparaît. Lorsque nous cliquons et que, en revanche, nous tapons une valeur et que nous sortons, cette fois-ci l'information est conservée, puisque le critère qui consistait à vérifier si la zone de texte était toujours vide n'est plus vérifié. En l'occurrence, c'était le cas ici. Et donc, notre premier réglage d'ergonomie a bien fonctionné. Pour poursuivre avec ces paramétrages, je vous rappelle que dans la version finalisée, un aspect visuel intéressant consiste effectivement à mettre en valeur les unités qui sont cliquées par l'internaute. En l'occurrence, il s'agit de div ici, de calque. Donc, il s'agit de pouvoir appliquer des attributs de mise en forme à chacun de ces calques au clic. Constatez dans la structure HTML que nous avons deux groupes de calques qui nous intéressent particulièrement dans un premier temps. Il y a ici, à la ligne 43 pour un éditeur Notepad, le calque parent qui se nomme
ou qui possède l'identifiant, colonne gauche, dans laquelle sont énumérés tous les calques qui permettent effectivement de lister ces unités de mesure. Nous sommes, pour être clair, dans cette colonne, avec tous ces calques. Et puis il y a un peu plus loin dans le code exactement la même présentation, mais avec un identifiant différent pour la colonne de droite, parce qu'il faut bien les différencier, dans laquelle on va trouver toutes les unités de mesure qui sont effectivement listées, mais il s'agit ici des unités de mesure finales. L'objectif est de pouvoir modifier leur aspect au clic, mais tant qu'à faire aussi de pouvoir transmettre un paramètre pour le code à venir, qui consiste à dire là j'ai cliqué sur kilomètre, sur mètre, sur décimètre, etc. Ainsi, nous pourrons traiter ces informations. C'est la raison pour laquelle nous proposons dans un premier temps de basculer tout en bas entre les bornes du script de notre page HTML afin de déclarer des variables publiques. Je vous rappelle qu'une variable publique a la capacité à durer au-delà des bornes d'une fonction. Ça veut dire qu'elles vont exister tant que l'application existe, ce qui va nous permettre de porter leur valeur entre le clic sur les calques et jusqu'au clic sur le bouton convertir à l'issue. Nous déclarons donc une variable que nous nommons unité départ et que nous affectons par défaut à vide puisque pour l'instant elle n'est pas définie. Et dans la foulée, nous allons en profiter pour déclarer une variable que nous allons par exemple nommer unité fin qui va tout simplement permettre de stocker l'unité finale cliquée par l'utilisateur sur la colonne de droite. Maintenant que ces déclarations de variables publiques sont faites, eh bien, nous allons pouvoir nous concentrer sur le petit aspect ergonomique sur chacun de ces calques qui, je vous le rappelle, consiste à modifier leur aspect en même temps que de transmettre la valeur de l'unité de mesure. Pour ce faire, nous allons utiliser une classe, un style existant. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre arborescence, nous avons un sous-dossier style avec une feuille de style que nous utilisons désormais à chaque fois dans nos programmations. Il y a des classes qui sont utilisées et constater la présence à partir de la ligne 112 de la classe unité. La classe unité est la classe qui est appliquée à chacun de nos calques, de nos unités de mesure pour celle du départ et celle d'arrivée. Et puis en dessous de cette classe, dans ce fichier mef.css, il y a une classe que nous n'utilisons pas encore qui s'appelle unité activée, dans laquelle il y a les réglages qui sont déjà paramétrés pour modifier l'aspect de ces calques. Ça veut dire que l'objectif au clic consiste par le biais d'un code JavaScript sur chacun de ces calques à appliquer cette classe qui existe déjà. Et pour ce faire, vous allez le voir, on va utiliser une propriété que nous n'avons jamais utilisée mais qui est très simple, qui s'appelle className. On va se positionner dans notre colonne de gauche sur le premier des calques pour générer l'événement onClick, comme toujours, qui va permettre de déclencher un code directement au clic sur la zone d'influence, donc sur le calque. Et ici, on va se passer pour une fois du préfixe JavaScript. On va exploiter comme toujours notre objet vis qui désigne le calque en cours et sa propriété, comme je vous le disais, className, qui va permettre d'affecter une nouvelle classe, ou plutôt, vous allez le comprendre, deux classes à ce calque, puisque l'objectif est de pouvoir conserver les réglages de départ, c'est-à-dire ceux de la classe unité, mais de leur cumuler les attributs de la classe unité activée afin de modifier les aspects de mise en forme. Donc, ici, nous allons l'énumérer, unité activée, séparée d'un espace. C'est ainsi que, en HTML, par le biais des styles, on peut affecter à un même élément plusieurs styles. Il suffit de les énumérer, tout simplement séparés d'un espace. Dans la foulée, comme je vous le disais, puisque nous sommes dans le clic de notre calque, ce que nous souhaitons faire, c'est de pouvoir passer la valeur de l'unité cliquée, et c'est la raison pour laquelle précédemment nous avons déclaré nos variables publiques. Donc nous allons affecter notre variable publique unité départ à la valeur cliquée par l'internaute égale, c'est une simple affectation entre simple code, toujours
pour la même raison, parce que nous sommes déjà entre double cote, eh bien nous lui passons la valeur km pour kilomètre. Il s'agit forcément de répliquer ça sur l'ensemble de nos autres calques de la colonne de gauche, si bien que nous copions et collons ces informations, il va néanmoins falloir réaliser une petite adaptation au niveau de la transmission de la valeur à la variable publique, puisqu'il ne s'agit plus de la même unité, et en l'occurrence ici, vous voyez qu'on passe du kilomètre au mètre au décimètre. En revanche, la modification d'aspect par l'attribution des classes, elle ne change pas. C'est bien toujours la même classe finale qui lui est appliquée. Ici, on ne lui place plus l'unité km, mais l'unité mètre, et puis on va lui passer le dm pour décimètre, et puis le cm pour centimètre, et puis le mm pour millimètre, etc. Donc mi pour miles. Ensuite, nous avons in pour inch. En l'occurrence, ici, nous allons lui passer le inch. Je suis en train de me poser la question, le in est très bien pour inch, et puis nous allons lui passer le ft, et puis nous allons lui passer le yd. Alors, je me pose quand même une petite question par rapport à nos tableaux de variables, ou plutôt nos chaînes de caractères, car nous les considérons comme effectivement des chaînes strictes. Donc ici, effectivement, tout va bien. Nous pouvons effectivement continuer avec ces affectations km, m, dm, centimètres, millimètres, etc. Donc, ici, en même temps, nous modifions la classe de notre calque, et puis nous passons à notre variable publique la valeur. Nous devrons faire exactement la même chose pour nos calques de la colonne de droite, à ceci près que l'affectation ne concerne plus la variable unité départ, mais je vous rappelle, tel que nous l'avons déclaré, la variable unité fin. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous pouvons prélever son nom. Et nous, eh bien, reproduisons exactement le même processus que précédemment, de manière à pouvoir répliquer tous ces réglages sur chacun des calques, puisque, eh bien, il y a des clics qui leur correspondent directement. Donc, il s'agit bien d'actions spécifiques. Ensuite, il s'agit de passer à cette variable publique unité fin le bon paramètre, cm pour centimètre, mm pour millimètre, mi pour miles, et puis in pour inch, et ensuite le ft pour le pied, foot, et ensuite le yd pour yard. Maintenant que nous avons effectivement paramétrer ces actions au clic sur chacun des calques des deux colonnes, eh bien nous allons constater les effets après avoir enregistré notre page. De retour sur notre interface, lorsque nous réactualisons notre page, vous constatez que au clic, c'est parfait, eh bien notre calque change d'aspect. En revanche, remarquez que rien ne vous empêche de cliquer, bien entendu, sur une autre unité de mesure, si d'aventure vous souhaitiez changer, sauf que, eh bien malheureusement, la confusion règne dans la mesure où tous les calques changent d'aspect au fur et à mesure des clics. C'est tout à fait logique dans la mesure où nous avons ici paramétré le fait que nous modifions l'aspect, mais à aucun moment nous avons défini que cet aspect devait être réinitialisé pour l'ensemble des calques. Et c'est la raison pour laquelle nous devons en même temps, ou plutôt avant, déclencher un code qui va se charger de parcourir l'ensemble des calques d'une colonne, de manière à d'abord les réinitialiser si d'aventure leur aspect avait été changé, pour ensuite appliquer la modification à celui qui est concerné. Pour ce faire, je vous propose de créer une petite fonction qui va nous rappeler ce que nous avons fait dans la formation sur les traitements récursifs par les boucles en JavaScript. Souvenez-vous, cette application où l'utilisateur avait le privilège, entre guillemets, de pouvoir modifier l'apparence de sa page d'accueil par clic sur une icône de couleur. Tous les calques étaient englobés dans le traitement récursif. Et pour ce faire, dans notre section script, donc, nous créons une fonction, mot-clé function, que nous allons nommer réinitialiser, à laquelle nous allons passer un paramètre. Ce paramètre, c'est le nom du calque parent, puisque nous allons traiter de façon différente la colonne de gauche et la colonne de droite. En effet, lorsqu'on clique sur un calque de la colonne de gauche, eh bien, seuls les divs qui sont contenus dans cette colonne doivent être initialisés. Et idem, indépendamment pour la colonne de droite. Nous allons nommer ce paramètre qui attend le nom de ce calque parent, donc, fort logiquement, calque parent. Et ici, nous allons répliquer un code que nous avions démontré dans cette formation qui permet
de simuler une boucle for each qui consiste à passer en revue tous les éléments enfants d'un élément parent. Et pour ce faire, nous avions déclaré une variable en JavaScript que nous avions nommée parent. Il s'agit d'une variable objet qui permet de pointer sur un calque. Le calque, en l'occurrence, est bien désigné par son identifiant, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est passé en paramètre de la fonction. Je vous rappelle l'objet document et sa méthode getElementById qui permet tout simplement de pointer sur un élément HTML by id par son identifiant. Quel est-il cet identifiant? Eh bien, c'est celui qui est passé en paramètre, donc qui est connu de façon dynamique, puisqu'il faudra bien appeler cette fonction au clic sur ces calques. Et dès lors que nous connaissons cet élément parent, qui peut donc être soit la colonne de gauche, soit la colonne de droite, il faut passer en revue tous les calques qu'elle contient, de manière à d'abord les réinitialiser. C'est la raison pour laquelle nous déclarons, et là je vous rappelle que c'est une réplication parfaite de ce que nous avons déjà mis en œuvre, une variable enfant qui va permettre, à laquelle on va affecter cette fois-ci un ensemble d'éléments, car désormais cet objet parent propose une méthode fort précieuse qui se nomme getElements, donc il ne faut pas se tromper. Je vous rappelle aussi de respecter la casse, donc le E majuscule, et puis derrière le B majuscule pour byId. Notez que le element, cette fois-ci, est au pluriel elements. Ça veut dire que l'on récupère directement, alors c'est pas un byId, hein, j'ai voulu aller trop vite, on récupère l'ensemble des éléments contenus dans le calque parent que nous venons de définir sur la ligne du dessus. getElements by tagname. Nous avions donné la définition dans la formation précédente. Tag, c'est pour une balise, c'est-à-dire le nom de la balise qui peut être une balise de type IMG pour les images, une balise de type div pour les calques. Donc, nous, ce que l'on souhaite récupérer à l'intérieur, eh bien, ce sont tous les divs qui sont contenus dans le parent. Donc, on récupère tous les divs contenus dans l'élément parent pour les stocker dans cette variable enfant qui devient naturellement un tableau de variables recensant chacun de ces calques. Dès lors, puisqu'ils sont recensés, une boucle for que nous avons présentée dans les formations précédentes va nous permettre de parcourir ces éléments du premier au dernier. Donc for var, là on fait la déclaration de variable et l'affectation directement au sein de la boucle, partant de 0, c'est-à-dire du premier élément du tableau, jusqu'au dernier élément du tableau. Eh bien, maintenant que notre variable enfant est connue, elle propose une propriété length qui littéralement signifie sur la taille du tableau, c'est-à-dire jusqu'au dernier élément. Alors vous voyez, là je vais aller trop vite en même temps que je commente, puisqu'il faut bien qu'il y ait une égalité, en l'occurrence pour la variable i partant de 0, c'est-à-dire de la première rangée du tableau, jusqu'à la dernière moins 1, puisque effectivement, ici nous avons une inégalité stricte, tout simplement que puisqu'on part de 0, eh bien on va jusqu'à moins 1. S'il y a par exemple 3 éléments dans le tableau, comme on part de 0, 0, 1, 2, on a bien les 3 éléments, mais on s'arrête à 3 moins 1, donc à 2. Et puis, je vous rappelle qu'une boucle, pour pouvoir parcourir l'ensemble des éléments, eh bien, doit incrémenter la variable qui est utilisée pour boucler, i++. Voici les 3 éléments que l'on fournit donc à notre boucle for. Entre les accolades, il s'agit de réaliser le traitement récursif qui consiste tout simplement à réappliquer la classe d'origine à nos calques, c'est-à-dire la classe unité, pour pouvoir eh bien, les réinitialiser si d'aventure ils possédaient cette mise en valeur. Sauf que nous allons tout de même nous assurer qu'il ne s'agit pas, comme vous le constatez ici, des calques de titre, car dans notre présentation de notre page web, il ne faut pas toucher à ces calques de titre qui font bien partie des calques parents. On va tout simplement faire un test sur leur nom, leur ID plutôt, pour nous assurer que dans la boucle, nous ne sommes pas en train de les considérer. Si c'est le cas, on ne doit pas les toucher. Et pour ce faire, comme toujours, eh bien, nous allons utiliser un test if qui va permettre de nous assurer effectivement de ce critère. En l'occurrence, ici, comme il s'agit d'un tableau de variables, pour la variable enfant, nous accédons à chacun de ces éléments par l'indice que nous lui passons entre crochets. Cet indice est dynamique puisqu'il dépend de la variable i qui part de 0, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Si l'identifiant de cette variable, de cet élément, de ce div, est égal, effectivement, ou plutôt,
est différent. Parce que s'il est différent, ça veut dire effectivement qu'on peut bien le réinitialiser. Mais sinon, on ne doit pas y toucher. Si c'est différent de titre gauche et que c'est différent de titre droite, ça veut dire que c'est bien les autres calques. Et auquel cas, eh bien, cela signifie que on peut engager le traitement. Je vous rappelle que le « et » dans un if en JavaScript comme en PHP, en C#, eh bien, se matérialise par la succession des deux symboles et commercial, et que en même temps, enfant de i, c'est-à-dire l'élément du calque qu'on est en train de lire, son identifiant est bien différent de titre droite, car il s'agit des deux noms que nous avons attribués à ces calques de titres qui sont au-dessus de chaque colonne, titre droite et titre gauche. Si effectivement c'est bien le cas, ça veut dire que nous ne sommes ni sur le titre de gauche, ni sur le titre de droite. À ce moment-là, effectivement, nous pouvons bien réinitialiser notre mise en forme de manière à ne pas toucher ces titres. Eh bien, c'est très simple, nous connaissons désormais la propriété qui permet d'obtenir le résultat en désignant d'abord le calque en question par le numéro, par sa position dans le tableau, entre crochets, enfant de i.className que nous avons utilisé juste au-dessus, qui permet de définir par affectation eh bien, la classe que nous lui attribuons, et je vous rappelle que son nom, lorsqu'il n'y a pas de modification d'aspect, est tout simplement unité, ou plutôt unit, puisque ici il n'y a pas d'accent. Bien sûr, pour que cette fonction puisse être opérationnelle, faut-il encore qu'elle soit appelée, et elle doit être appelée à chaque fois qu'un de ces calques est cliqué. Sauf que, eh bien, dans le cas de la colonne de gauche, nous devons lui passer un paramètre différent que celui de la colonne de droite, et en l'occurrence, il s'agit du nom de la colonne parent sur laquelle nous allons opérer ce traitement récursif. Si bien que pour la colonne de gauche, nous répliquons l'appel de la fonction réinitialisée avec comme argument le nom colonne gauche de la colonne parent, et pour la colonne de droite, pour chacun des calques enfants, eh bien nous allons répliquer l'appel, mais avec le nom de la colonne parent, qui cette fois-ci est colonne droite. Toujours séparer ces différentes actions appel par des points-virgules, de manière ici, comme vous le constatez, à cumuler trois actions. L'appel de la fonction réinitialisée, la modification d'aspect par le code JavaScript encapsulé et l'affectation de la variable publique. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre interface et puis nous allons cliquer sur nos différents calques pour constater qu'il y a une petite erreur qui ne doit pas être bien grave. Sans doute une petite erreur dans le code, vous savez, les erreurs de syntaxe sont vite arrivées, quand on commente, ça va encore plus vite. Alors, on va revenir dans notre éditeur de code pour essayer de voir ce qu'il en est. Oui, alors j'en vois une tout de suite, vous voyez, c'est au moment de la saisie, ici, getElement by id, forcément le i majuscule, mais pas le d. Résultat, la méthode n'est pas reconnue, et donc, forcément, le calque parent n'est pas réceptionné et la boucle ne peut pas tout simplement effectuer son traitement. On va voir ce qu'il en est. S'il n'y a pas d'autre erreur, nous enregistrons les modifications. Nous allons maintenant réactualiser notre page et puis vous voyez que c'est beaucoup mieux, et en plus du fait que lorsque nous cliquons sur l'un des calques, eh bien nous constatons que les autres effectivement revêtent leur aspect d'origine. Donc voilà, déjà au niveau de l'aspect ergonomique et visuel, un petit résultat qui est fort intéressant. Donc maintenant que nous avons réglé ces, on va dire, réglages, paramétrages, eh bien il s'agit d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le nœud du problème, à savoir la conversion des unités de mesure. Par rapport à la petite mésaventure qui vient de nous arriver, donc je vous rappelle effectivement la rigueur nécessaire dans la programmation, le code, alors à plus forte raison vrai en JavaScript, puisque nous avions constaté qu'en VBA, eh bien, les noms de variables n'étaient pas stricts dans la mesure où on pouvait indifféremment les écrire en minuscules et en majuscules et que derrière, l'éditeur nous corrigeait. Ici, par contre, une simple erreur de casse, eh bien, vous voyez, vous fait basculer tout le code. Ça ne fonctionne plus. L'objectif désormais, effectivement, est de pouvoir réceptionner les valeurs saisies par l'utilisateur, ou plutôt les unités de mesure choisies et la valeur saisie, pour que, au moment du clic sur le bouton convertir, nous livrions le résultat. Et pour ce faire, donc, nous allons commencer par créer une fonction que nous allons forcément dans la section de script en bas du code, que nous allons nommer là aussi fort logiquement
convertir, puisque son objectif est de convertir de l'unité de mesure de départ vers l'unité de mesure finale qui est sélectionnée par l'utilisateur. Pas de paramètres ici, puisque je vous rappelle que les valeurs que nous devons connaître sont normalement stockées dans les variables publiques unité départ et unité fin, ce que nous allons d'ailleurs vérifier très rapidement. Cette fonction devra être appelée, on va s'en occuper assez rapidement, par le bouton convertir au clic. Nous allons déclarer nos variables et nous allons commencer, je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure, par la variable position. Je vais essayer de faire encore plus attention que d'habitude pour m'assurer que je ne fais aucune erreur de syntaxe et de casse. La variable position qui va nous permettre tout simplement de repérer dans la chaîne de caractères à quel endroit est l'unité de mesure sélectionnée par l'internaute. Nous déclarons une variable tab unité qui, comme son nom l'indique, tab pour tableau, eh bien, va nous permettre de stocker temporairement toutes les valeurs séparées, comprises dans la chaîne de caractères et découpées pour les unités de mesure. Il nous faut une variable que nous allons nommer facteur conversion. Eh bien, tout simplement, ce sera la valeur numérique de la conversion correspondante entre l'unité de départ et l'unité finale lorsque on aura réussi à la traiter, la récupérer, donc la stocker dans cette variable. Il nous faudra une variable dist pour distance, assez claire, qui va permettre de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur dans la zone de texte depuis la page web. Et puis il nous faut ensuite des variables comme par exemple un tableau que nous allons nommer tab texte unité, qui va permettre tout simplement de récupérer la valeur textuelle complète de l'unité de mesure sélectionnée, puisque je vous rappelle qu'on passe par exemple le paramètre km, et nous souhaitons livrer un résultat final parlant, c'est-à-dire kilomètres par exemple, pour km. Je vous rappelle, ici dans la version finalisée, vous voyez qu'on n'écrit pas 5 km égale, mais 5 km égale 5000 mètres et pas 5000 m. Donc voilà à quoi vont servir ces variables, à aller récupérer dans notre petit tableau d'origine, ici, les unités de mesure en toutes lettres, sur lesquelles d'ailleurs on prendra la peine de faire l'accord lorsque notre valeur finale ou de départ sera supérieure à 1. Il nous faut ensuite une variable pour la valeur textuelle de l'unité de départ et de l'unité finale. C'est pour ça que nous les appelons arbitrairement, à vous de choisir, mais au moins que ce soit explicite, texte unité dep, et nous allons faire la même chose, on va copier-coller pour celle de fin en fonction du choix de l'utilisateur au final, que nous allons appeler donc texte unité fin. Et puis, avant de débuter le traitement, on va faire un petit test pour nous assurer que on est bien en mesure de récupérer les valeurs qui ont dû être transmises aux variables publiques, unité départ et unité fin. Donc, dans une fonction alerte bien connue désormais, nous affichons le contenu de la variable unité départ que nous concaténons, plus, ça aussi nous l'avons déjà présenté dans une formation JavaScript, à la variable unité fin. Tout simplement parce que, pour l'instant, rien n'empêche l'internaute de ne pas les sélectionner et donc de ne pas les définir. Encore faut-il que, toujours pareil, pour que cette fonction soit opérationnelle, qu'elle soit appelée, c'est ce que nous allons faire tout de suite sur le bouton convertir. On va copier son nom pour ne pas risquer les erreurs, et dans le bouton, ici vous voyez en ligne 62, value convertir, on va rajouter le gestionnaire d'événements onClick qui va se charger entre les doubles quotes d'appeler tout simplement la fonction par son nom. Si bien que lorsque nous retournons sur notre interface de conception, si nous choisissons par exemple dm pour décimètre et admettons mi pour mile, et que nous cliquons sur le bouton convertir, vous constatez que nous transmettons parfaitement ces paramètres dans les variables publiques. Nous avons bien retenu que l'unité de départ était le dm et que l'unité finale était le mi. C'est très important puisque ce sont ces deux valeurs qui vont nous permettre d'aller faire les découpes appropriées dans nos variables de type chaîne de caractères de notre script externe. Si bien que, maintenant que ce petit test s'est révélé concluant, nous allons repasser notre fonction alerte en commentaire et nous allons pouvoir poursuivre notre code. Avant justement d'entrer dans le vif du sujet, il convient de faire là aussi quelques vérifications. En effet, l'utilisateur pourrait très bien arriver sur l'interface et cliquer sur le bouton convertir, ce qui n'a pas de sens puisque on ne peut pas convertir
si on n'a pas saisi de valeur, et à plus forte raison si on n'a pas défini d'unité ni de départ, ni d'arrivée. Donc on va vérifier ces deux critères. Et on va commencer justement par faire un test sur les unités, c'est-à-dire les variables publiques. Si l'une d'entre elles est vide, eh bien, il n'y a pas lieu de faire le traitement et on va en avertir l'utilisateur. C'est pour ça qu'on utilise, et vous constatez que son emploi est quand même très récurrent. Si notre variable unité départ égale, je vous rappelle, hein, pour l'égalité du critère, est égale à vide, ou que, et donc ce sont les deux barres verticales qui permettent de définir le ou dans les critères des instructions conditionnelles en JavaScript, ou que notre variable unité fin donc est égale à vide, et bien à ce moment-là, comme on a deux actions à entreprendre, on va ouvrir une accolade et la fermer. L'objectif est tout d'abord d'en informer l'utilisateur grâce à une fonction alerte qui permet sous forme de boîte de dialogue, comme vous le savez, de définir un message, et on va préciser à l'utilisateur, à l'internaute, qu'il doit d'abord définir les unités de départ et de fin, comme ceci. Ce sera clair, et donc il pourra justement recliquer sur les calques correspondants et reprendre le processus, ou plutôt la suite du déroulement de l'application. Bien sûr, si cette erreur est interceptée, le traitement ne doit pas se poursuivre, car aucune conversion, aucun calcul doit être réalisé. Donc le mot-clé return qui permet dans ce cas-là de mettre fin à l'application, dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsque l'une des deux unités, effectivement, ou bien même les deux, ne sont pas saisies. L'autre vérification à réaliser concerne la distance, parce que, eh bien, ici, nous proposons des interactions avec l'internaute, donc rien ne l'empêche de saisir un texte. Si c'est un texte, forcément, on ne peut pas faire de calcul dessus, donc pas de conversion. La première chose à faire avant de tester cette valeur est de la mémoriser dans notre variable dist que nous avons déclarée à cet effet. C'est très simple, je vous rappelle que nous accédons à un élément HTML directement par son identifiant grâce à la méthode documentGetElementById de l'objet document en JavaScript. Et en l'occurrence, souvenez-vous, c'est nous qui l'avons ajouté en début de code, nous l'avons appelé distance, .value, propriété value, qui permet d'accéder à son contenu. Et donc, puisque maintenant dans la variable dist, il y a effectivement la valeur saisie par l'utilisateur qui est enregistrée, nous pouvons réaliser un test dessus, et nous l'avions aussi démontré dans l'une des premières formations JavaScript. Nous allons exploiter la fonction JavaScript isNaN qui permet de définir si ce qui lui est passé en paramètre, alors attention, encore une fois, là je me rends compte, NaN avec les deux N en majuscule, et puis derrière on ouvre la parenthèse de la fonction pour lui passer le paramètre, permet de définir si ce qui lui est passé en paramètre, donc, est non défini ou non représentable. Et nous, ce que nous allons lui passer en paramètre, c'est la partie entière par int, ça aussi nous l'avons exploité d'ailleurs à la même occasion dans une formation JavaScript, de la distance saisie par l'internaute. En l'occurrence, si la partie entière de la distance saisie par l'internaute est non définie ou non représentable, ça veut dire tout simplement que c'est pas une valeur numérique. Dans ces conditions-là, forcément, eh bien, là aussi, on doit stopper l'exécution du code, d'abord en avertir l'utilisateur. Donc, le plus simple ici, voyez-vous, est de récupérer les deux instructions précédentes pour les coller dans notre branche if suivante et simplement adapter le message destiné à l'internaute. Vous devez saisir une valeur numérique pour la conversion par exemple. Et comme ça, ce sera clair pour la conversion. Et on va tester si effectivement nos gestions d'erreurs permettent d'intercepter ces cas. Donc nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre interface que nous réactualisons par exemple par le raccourci CTRL F5. Nous ne sélectionnons rien, nous cliquons sur le bouton convertir et vous constatez que, effectivement, notre code JavaScript détecte que vraisemblablement l'une des deux unités, voire les deux, ne sont pas définies. Vous devez définir les unités de départ et de fin. OK. Donc nous allons le faire, nous voulons convertir, les centimètres en inch par exemple, et nous cliquons sur le bouton convertir. Deuxième exception interceptée, vous devez saisir une valeur numérique, puisque là en l'occurrence il s'agit d'un texte, donc tout semble bien fonctionner. Nous saisissons une valeur numérique et cette fois-ci, lorsque nous cliquons sur le bouton convertir, bien sûr pas encore de résultat, puisque pas de traitement approprié, en revanche,
plus de message d'alerte puisque aucune erreur n'a été interceptée. Donc voilà, ça ce sont des garde-fous qui sont importants, car on ne va pas s'engager dans un traitement qui serait voué à l'échec si d'aventure, eh bien, l'utilisateur avait omis de respecter le protocole qui est proposé par l'interface. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir exploiter ces variables unité fin et unité départ. Eh bien, selon leur valeur, nous allons pouvoir déterminer dans ces fameuses chaînes de caractères la position qui nous intéresse. Par exemple, le kilomètre est en première position, 0, le mètre en deuxième, donc 1, décimètre 2, etc., etc. Sauf que, eh bien, au final, ça nous fait tout de même beaucoup de cas à traiter. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de cette formation, puisque nous avons 9 cas possibles pour l'unité de départ et 9 cas possibles pour l'unité d'arrivée. On pourrait traiter eh bien, les différents cas selon la valeur de ces unités de mesure par des if, else if, else if, else if. Mais la syntaxe s'en trouverait alourdie et beaucoup moins propre. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser ici une instruction de branchement qui s'appelle switch. En JavaScript d'ailleurs, c'est la même en PHP. Et c'est l'équivalent du select case en VBA, qui littéralement veut dire selon le cas. Et on va énumérer tous ces cas par esprit de structure les uns à la suite des autres. Switch unité fin, c'est-à-dire selon la valeur, ou plutôt en fonction de la valeur de notre variable unité fin, qui, je vous le rappelle, est cette variable publique que nous avons affectée au clic sur le calque, on va tout de suite borner notre instruction switch. Et l'objectif ici est de pouvoir énumérer les cas. Si par exemple elle vaut km, case, donc c'est le mot-clé case, c'est comme ça que nous l'exploitons, dans le cas où la valeur de l'unité fin vaut km, et les deux points sont très importants pour dire que faisons-nous dans le cas où la valeur de l'unité fin est km. Eh bien, nous allons initialiser notre variable position à la valeur 0, puisque km, comme nous venons de l'expliquer, est la première unité de mesure, donc l'indice 0. Et à chaque fois, et ça c'est très important, nous allons indiquer à JavaScript que si on rentre dans cette branche et qu'effectivement le critère a été vérifié, eh bien nous avons fait l'affectation et le traitement est terminé. Donc break permet de sortir du switch pour ne pas faire tous les autres. Il faut énumérer les autres et je vous rappelle qu'on en a 9, donc il faut que je fasse un petit copier-coller 8 fois et adapter les valeurs. Alors ici effectivement c'est un petit peu redondant, récurrent. Je vais prendre soin d'intégrer les marges dans ma sélection. Je dois être à la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, et puis s'il m'en manque un ou que j'en ai un de trop, eh bien je le rajouterai. Dans le cas, par contre, où c'est M, eh bien, dans la suite logique, la position pour le mettre, c'est la valeur 1. Ensuite, je vous rappelle que nous avons le DM, et pour le DM, eh bien, c'est la position 2. Et puis, donc c'est tout simple ici, nous avons le CM pour le centimètre, ça veut dire lorsque l'utilisateur clique sur le calque, nous enregistrons la valeur CM, et la valeur CM se trouve en position 3. Puis, nous avons la valeur mm pour millimètre qui, dans l'enchaînement, se trouve en position 4. Ensuite, nous avons le miles, mi, nous sommes censés avoir transmis l'abréviation en position suivante, c'est-à-dire en position 5. Ensuite, nous avons le cas où c'est in pour inch, qui se trouve en position 6. Et puis, nous avons le cas suivant qui est le ft pour foot qui se trouve en position 7 et comme vous le voyez effectivement il m'en manque un petit me semble-t-il pour le yard, donc on va rajouter cette instruction à la suite par copier-coller là encore et donc pour le cas, alors autant pour moi, je me repositionne, voilà, que nous collons, c'est le YD que nous passons en paramètre, et bien nous sommes en 8e position, c'est-à-dire en dernière, c'est la 9e puisque nous partons de 0. Je vous rappelle que, par esprit de clarté, ce sont bien les valeurs que nous transmettons à chaque fois que nous cliquons sur l'un ou l'autre calque. Et donc, selon bien, la valeur de cette unité transmise dans la variable publique, bien, nous pourrons désormais connaître la position, c'est-à-dire son emplacement dans la chaîne, par exemple, tout simplement pour le millimètre, nous avons dit, on va vérifier ça, position 4. Alors, position 4, prenons exemple sur la première chaîne de caractères, 0, 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Et ce sera vrai pour toutes les transcriptions. Pour convertir le kilomètre bien, en millimètres, 0, 1, 2, 3, 4, et on a la valeur correspondante. Et en l'occurrence ici, vous voyez que nous sommes à 6 zéros, donc 1 million de millimètres. Ok, donc
Derrière, pour nous assurer que notre traitement est cohérent, il s'agit de l'unité de fin, je vous le rappelle. Nous allons faire un petit test comme il est de coutume désormais avec une fonction alerte, ce qui nous permet d'ailleurs de découper le développement et ne pas cumuler les erreurs de code comme cela aurait pu se produire tout à l'heure à cause de ce problème de casse. Je vais donc sélectionner, pour ne pas déclencher les autres alertes, une unité de départ et tiens, une unité finale. On va taper une valeur qui est bien numérique et on va cliquer sur le bouton convertir et constater effectivement que la position repérée dans les chaînes de caractères est la deuxième, 0, 1, 2. Donc c'est parfait. Le switch donc à retenir, très important, et vous verrez qu'il sera précieux dans de très nombreux cas en JavaScript, qui permet d'énumérer, de traiter un très grand nombre de cas. Et nous pourrions d'ailleurs très bien empiler et enchaîner ici les traitements pour chacun des cases. On aurait pu aussi prévoir l'application différemment, de manière à, plutôt que de passer ici la valeur en texte de l'unité de mesure, et bien directement la position. Mais c'est une autre façon de traiter, et puis ici l'objectif est de pouvoir justement exploiter ce switch qui permet d'énumérer tous ces cas. Désormais donc, puisque l'essai est concluant, nous avons effectivement réussi à récupérer la position dans les chaînes de caractères pour l'unité de fin, on va pouvoir exploiter les variables que nous avions prévues à cet effet. La première, en l'occurrence, s'appelle tab_text_unité. Vous savez, celle qui va permettre tout simplement de récupérer l'unité en toutes lettres. Et en l'occurrence, on va l'affecter à quoi? Eh bien, on va l'affecter à la variable unité, celle qui va nous permettre de retourner dans la foulée notre notre transcription textuelle complète. Pourquoi? Parce que dans notre fichier JS externe, cette variable unité, c'est celle qui justement recense ces unités de mesure complètes. Et en l'occurrence, dans cette variable qui est destinée à devenir un tableau, eh bien, c'est une méthode que nous avons déjà utilisée qui est fort précieuse, qui se nomme split. Split qui permet de découper une chaîne de caractères, en l'occurrence la chaîne de caractères unité, sur un caractère remarquable que l'on passe en paramètre, donc entre simple ou double quote, ici, peu importe, et il s'agit du tiret, puisque chacune de nos valeurs sont bien séparées par des tirets ici. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un tiret recensé, il est exclu, et puis chaque texte est inscrit dans l'une des rangées du tableau. Maintenant que chacune de ces informations est dans l'une des rangées, puisque nous connaissons la position, nous connaissons la rangée, et nous pouvons désormais connaître la valeur textuelle complète de notre unité cliquée par l'utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle nous récupérons notre variable texte unité fin que nous allons affecter à l'indice correspondant dans ce tableau de variables qui a été rempli grâce à la méthode split sur notre chaîne de caractères unité. A, la position, position, c'est le nom de notre variable, donc ça tombe bien, vous voyez, les noms de variables explicites rendent toujours service, et toujours pareil, un petit test temporaire pour afficher le résultat de ce traitement et nous assurer que nous avons bien réussi à récupérer notre unité de mesure en version complète. Nous revenons après avoir enregistré sur notre interface, très vite, nous allons faire les premiers réglages en sélectionnant nos unités de mesure, en tapant la valeur. Nous cliquons sur le bouton et constatez effectivement que dans un premier temps nous avons récupéré la position par le switch et que grâce à la méthode split, nous avons créé un tableau de valeurs, nous avons réussi à accéder à la bonne rangée grâce à cette variable position pour récupérer la correspondance complète de l'unité de mesure, ce qui permettra un affichage du résultat beaucoup plus parlant et pertinent. Nous allons en profiter comme toujours, puisqu'il s'agissait d'un test, par passer en commentaire notre fonction alerte, et ainsi nous allons pouvoir poursuivre notre traitement. Et le principe est le même, mais cette fois-ci il s'agit de l'unité de départ. Alors, il y a 9 possibilités. Pour ne pas tout refaire, par contre, attention de ne pas tomber dans le piège, il faut bien penser à réadapter le code. Le switch, selon la valeur de l'unité de départ, donc on adapte notre variable qui est testée dans notre switch, il y a le case km. Et là, en l'occurrence, il s'agit, nous savons que la variable, si c'est case km, la variable de départ sera km, et que si c'est le mètre, c'est m, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la position, si nous connaissons l'unité de mesure de départ, km, par exemple, nous disions tout à l'heure pour 0, 1, 2,
3, 4, le millimètre, donc rangée 4, mais en fait position 5, et bien 0, 1, 2, 3, 4, dans cette variable découpée dans un tableau, et bien nous pourrons accéder au facteur de conversion qui permettra de faire le calcul. C'est la raison pour laquelle, donc, dans le case KM, nous allons indiquer que le tab unité est égal, puisque nous l'avions déclaré, je vous le rappelle, directement dans nos variables, var tab unité, et bien que ce tableau de variables est égal à km, puisqu'on sait que c'est la variable km de notre script externe que nous découpons grâce à la méthode split des chaînes de caractères sur le caractère remarquable qui n'est autre que le tiré. Maintenant que effectivement nous avons bien ces différents éléments, faut-il encore que nous traitons tous les cases, et bien nous pourrons ensuite effectivement extraire le facteur de conversion et faire le calcul. Mais avant cela, on va en profiter pour récupérer l'information textuelle de notre unité de mesure de départ, et nous avions prévu une variable texte unité dep que nous allons directement inscrire dans notre switch au niveau de chacun des cases, et en l'occurrence ici, nous savons qu'il s'agira de tab texte unité. Donc nous allons aussi récupérer ça, puisque le tab texte unité, je vous rappelle, est le tableau de variables que nous avons découpé précédemment et qui renferme toutes les unités de mesure en texte complet. Sauf que ce n'est pas la position, puisque position est la valeur de notre variable finale, alors que là en l'occurrence km, eh bien c'est le premier, donc indice 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Si bien que derrière, donc, ça veut dire que pour parfaire cette découpe et ce traitement de l'unité de départ, on doit faire eh bien, la même chose, ne pas oublier le break ici, pour chacune des unités. Dans le cas où c'est m, eh bien, ce que nous découpons, ce n'est plus la variable km, mais bien la variable m, qui permettra de faire la correspondance avec l'unité de mesure finale, et donc sa position pour la transcription n'est pas le 0, mais le 1, et ainsi de suite. L'adaptation donc est très rapide. Alors, on va choisir de copier et coller l'ensemble des informations dans un premier temps de manière à aller plus vite, et puis on va les adapter dans la foulée. Et on va prendre soin quand même de ne pas se tromper, parce que quand on fait des copier-coller, les erreurs par inattention sont vite arrivées. On va, prendre soin ici d'adapter directement toutes les valeurs numériques. Il y a dans l'enchaînement le 2, 3, 4, puisqu'on les présente à chaque fois dans le même ordre, telles qu'elles sont proposées dans les tableaux d'origine, et on doit fort logiquement arriver jusqu'à la 8, puisque nous en avons 9, et que nous partons de 0. Donc toujours pour la même raison, et puis donc, comme je vous le disais, KM, M, fort logiquement, nous avons ensuite le DM, puisque c'est DM, le CM, puis nous avons le MM, et puis nous avons le MI. Alors je vais vérifier quand même, mais je crois qu'ils sont bien nommés comme ça. Le MI, ben voilà, ça c'est le inch qui est un peu différent, parce que sinon c'est considéré comme un nom de variable IN, ou plutôt un mot-clé qui est déjà exploité et reconnu en JavaScript, ce qui aurait posé un conflit. Donc nous avons le MI ici pour la 5e, le inch, il n'y a pas de souci. Puis nous avons le FT, là on a bien gardé l'abréviation avec les 2 lettres, et enfin le YD pour le yard. Si bien que vraisemblablement à ce stade, on a bien créé notre tableau qui permet de découper l'information des facteurs de conversion pour l'unité de départ, et qu'en même temps, on est censé avoir récupéré tout simplement notre unité de mesure de départ en toutes lettres. Il s'agit désormais de pouvoir faire l'accord pluriel singulier, puisque ici nous avons par exemple le kilomètre, mais si en l'occurrence nous tapons 5 km prend un S, et tout cela dépend de notre variable dist. Vous vous souvenez, c'est celle qui a mémorisé ce qui a été saisi par l'utilisateur dans la zone de saisie. Donc si elle est supérieure ou égale à 2, ou plutôt littéralement si vous préférez supérieure strictement à 1, eh bien, parce que par exemple 1,7, eh bien on va considérer qu'on reste au singulier. Par contre, 2, à partir de 2, on considère qu'on passe au pluriel. Il faut juste à l'intérieur, avant de faire l'accord, réaliser une petite exception sur une unité anglaise qui ne s'accorde pas de la même façon que pour nous en français. Il s'agit du foot. En l'occurrence, vous voyez que ici il est écrit au pluriel, fit, puisque c'est le pluriel en anglais de foot, pour
pied. Donc dans le cas effectivement ici où notre unité de départ qui est reconnue par notre variable text unité dep, donc à ce moment-là on pourra faire l'accord. Si notre unité de départ text unité dep que nous avons récoltée précédemment est différente de entre double cote, entre simple cote, de fit, puisque c'est écrit d'ailleurs avec une majuscule, c'est-à-dire pied au pluriel, à ce moment-là, eh bien, comme nous sommes dans le cas du pluriel, notre texte unité dep est égal, eh bien, à lui-même, auquel on ajoute un s. Le plus égal permet de faire une incrémentation dans le cas des valeurs numériques, ou une concaténation, mais de façon abrégée, en JavaScript comme en PHP et C#, ce qui permet d'écrire littéralement texte unité dep égale texte unité dep plus s. Le plus égal veut dire cela. Donc on rajoute un S dans ce cas-là. On n'oublie pas le point-virgule pour ponctuer notre syntaxe, mais il y a le cas contraire, puisque là nous sommes dans le cas du pluriel, c'est-à-dire lorsque nous avons une valeur numérique qui le justifie. Et on va reproduire quasiment le même test, ça veut dire que dans le cas contraire, on ne touche pas en fait aux autres unités qui sont déjà mémorisées dans notre tableau de variables, sauf dans le cas où effectivement notre texte d'unité de départ est égal cette fois-ci à fit, puisque fit est le pluriel de foot. Et bien là justement, il faut le remettre au singulier lorsque nous avons une valeur qui est inférieure à 2, est égale, à ce moment-là c'est une affectation, je vous rappelle, à foot entre guillemets. N'oublions pas donc de ponctuer notre syntaxe par le point-virgule, et vraisemblablement, là, nous sommes OK. En ce qui concerne, en tout cas, le traitement de notre unité de départ, eh bien, je vous propose que l'on essaie, c'est-à-dire que l'on va se faire un petit test, comme toujours, avec notre fonction alerte, sur la variable qui est censée normalement avoir transcrit en toutes lettres notre unité de mesure de départ cette fois-ci. On va choisir, tiens, le décimètre, pourquoi pas, le centimètre comme unité de mesure d'arrivée. On va taper une valeur ici de 10, on clique sur le bouton convertir et vous voyez qu'effectivement, décimètre a bien été accordé puisque la valeur détectée dans la zone de saisie est bien supérieure à 2. En revanche, si nous tapons 1, eh bien, nous constatons qu'effectivement décimètre n'est pas accordé. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il manque un accent sur le premier E de décimètre. C'est pas très grave, puisqu'ici, c'est vraiment le processus qui nous intéresse, et la correction serait très simple à apporter. Dans notre tableau d'origine, c'est là que le E manque, vous voyez, en l'occurrence. On progresse, petit à petit, effectivement, notre programme prend forme, sauf que le plus important reste à faire, et nous y arrivons. Eh bien, il s'agit de faire le calcul à un moment donné. C'est la raison pour laquelle nous avions déclaré une variable, que je vais prendre soin de répercuter par copier-coller pour m'assurer que je ne fais pas d'erreur dans sa construction, dans sa syntaxe, qui se nomme facteur conversion. Puisque maintenant, on connaît notre unité de départ et notre unité d'arrivée, eh bien, si par exemple c'est le kilomètre et le décimètre, unité de départ kilomètre, et puis décimètre position 0, 1, 2, 0, 1, 2, le facteur de conversion, comme vous le constatez, 10 000. Donc on est capable d'aller le récupérer. En tout cas, on le connaît déjà. Le facteur de conversion est donc égal à notre variable tab unité. Donc là aussi, il faut s'en souvenir, hein, on reprend ça après à tête reposée, puisque je vous rappelle que dans tab unité, nous avons effectivement ici directement enregistré bien, les variables que nous utilisions, et nous sommes capables de nous rendre à la correspondance au facteur de conversion, justement par cette variable position, la toute première que nous avons décelée, stockée, avec le premier switch, qui permettait de définir à quel endroit dans la chaîne on allait chercher la correspondance pour la conversion finale à réaliser. Notre facteur de conversion, donc 10 000 dans l'exemple que nous avons cité juste avant, tab unité position, donc on vient l'affecter dans notre variable. D'ailleurs, on pourrait faire un petit test ici, alerte, ce serait intéressant parce que on va voir si on est bien capable de récupérer à chaque fois la bonne valeur pour le calcul qui doit suivre. Et dans la foulée, pourquoi pas? Et bien du coup, on peut calculer notre résultat final dans notre variable nombre, me semble-t-il. Je vais quand même vérifier, parce que, tiens d'ailleurs, je m'assois... Ah bah oui, non, forcément, je la déclare à la volée, donc tout va bien. Je peux la déclarer ici, pourquoi pas, hein, puisque de toute façon, on n'utilise pas avant. Bon, c'est plus structuré de la mettre dans la partie déclarative. Var nombre, donc, qui est égal, bah, tout simplement, à la valeur tapée
par l'utilisateur dans la zone de texte au départ, mémorisé sous la variable dist, que l'on multiplie par ce facteur de conversion, puisque désormais, grâce aux deux unités de mesure, eh bien on sait quelle est la correspondance entre les deux. Et donc on pourrait, pourquoi pas, réaliser un petit alerte nombre aussi dans la foulée. Ça veut dire que vraisemblablement on devrait avoir deux messages en retour. Ce que nous allons vérifier après réactualisation, on pourrait choisir par exemple le mètre comme unité de départ, et pourquoi pas le pied comme unité finale, le pied donc en version anglo-saxonne. On va taper 3 mètres, comme ceci, on va cliquer sur convertir, et on s'aperçoit effectivement qu'on a bien le résultat de la conversion, et que dans la foulée, eh bien, on a notre nombre qui s'affiche, 9,84. Donc, nous avons ici affiché le facteur de conversion, et puis le résultat dans la foulée de la conversion pour le nombre final que l'on devra afficher dans notre petit div qui est proposé juste en bas de l'interface. Si on reproduit ici, pourquoi pas, l'exemple entre mètre et yard, avec une valeur définie à 5, en yard en version anglo-saxonne, c'est vrai que ça coule pas de source. Notre facteur de conversion, on peut aller le vérifier. Ce sera plus simple d'ailleurs en ayant choisi la dernière. Vous voyez ici, on a choisi donc le mètre. Ça veut dire que eh bien, la chaîne de caractères sur laquelle on travaille pour l'unité de départ est celle-ci. Et vous voyez que le dernier facteur de conversion recensé, donc celui du yard, qui est en dernière position, annoncé directement dans notre code, est bien de 1.0936. Donc c'est parfait, ça veut dire que nous sommes, et nous l'appliquons pour le calcul final, capables effectivement de faire tout type de conversion grâce à ce petit programme. Bon, reste quand même à les traiter pour qu'ils soient plus présentables, mais ça veut dire que derrière, nous pouvons faire des convertisseurs non pas que de distance, mais de température, pourquoi pas, puisque je vous rappelle que les Américains utilisent non pas le degré Celsius, mais le Fahrenheit, de vitesse, etc., etc. Du coup, maintenant que l'on connaît eh bien, le résultat de la conversion, on sait si ce nombre, lui aussi, est supérieur ou égal à 2, puisque dans ces conditions-là, eh bien, ça signifie que l'unité finale, elle aussi, il faudra l'accorder, singulier, pluriel. Donc si le nombre est supérieur ou égal à 2, eh bien, dans ces conditions-là, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, donc entre les accolades de notre if, ce qui signifie que, en revanche, on ne prend plus notre texte unité dep. Alors toujours, pour être sûr de ne pas me tromper par esprit de rigueur, je vais récupérer strictement mes noms de variables, et là, pareil, on est au pluriel, le but du jeu est de savoir si la valeur enregistrée dans la variable texte unité fin est bien différent de fit. Vous savez, fit qui est le pluriel de foot, cette exception anglaise, pour l'accord, auquel cas, on va rajouter un S, parce qu'on ne va pas dire foot, foot devient fit. Donc ça veut dire que texte unité fin, plus égal, est égal à lui-même, plus un S, donc on lui rajoute le S comme ceci. On n'avait pas encore eu le loisir de faire l'accord pour l'unité finale, dans la mesure où il fallait déjà qu'on obtienne le résultat de la conversion, savoir s'il était effectivement supérieur ou non à 2. Et puis, dans le cas contraire, ça veut dire, dans le cas où on est au singulier, si l'unité est fit, puisque je vous rappelle que fit est en réalité le pluriel, eh bien, on doit la remettre au singulier pour que la présentation ne pose aucun souci. Ça veut dire que dans la variable texte unité fin, ce ne sera plus fit, mais foot. Voilà. Ça, c'est des petits réglages, donc ça allonge un petit peu le code, mais en réalité, rien de bien difficile. Et pour le test, comme toujours, eh bien, nous choisissons d'afficher temporairement dans une fonction alerte le résultat obtenu pour nous assurer que nous n'avons pas fait involontairement une erreur. On pourrait le faire, tiens d'ailleurs, sur le fit. Si je tape 1 cm que je veux convertir en pied, forcément, c'est le foot, on est d'accord. Et puis, si je choisis le centimètre, c'est le centimètre, on est d'accord aussi. Si je tape ici la valeur 2, eh bien vous voyez que centimètre est effectivement accordé, puisque vraisemblablement nous obtiendrons une valeur qui sera positive en fonction de ce calcul sur le nombre, et c'est bien le texte unité fin qui est ici concerné. Il s'agit, eh bien maintenant, puisque le plus dur est fait, simplement
de formater ce nombre qui peut proposer un très grand nombre de décimales. Et puis, il serait intéressant aussi de lui ajouter le séparateur de milliers. Et ce que je vous propose, car il existe plusieurs méthodes en langage de programmation, notamment en JavaScript, c'est d'instancier une classe par le mot-clé new. Donc c'est ainsi, ce sont des notions que j'ai déjà abordées en VBA. Cette classe se nomme INTL et elle propose une propriété qui se nomme numberFormat avec une parenthèse ouvrante et fermante car nous lui passons aucun paramètre, et une propriété dérivée qui se nomme format, à laquelle nous allons passer le nombre sans aucun autre argument. Elle va tout simplement se charger de formater le nombre en tant que tel. Ça veut dire avec un nombre de décimales qui est beaucoup plus conventionnel et présentable, mais aussi avec le séparateur de milliers. Donc si ici nous choisissons par le biais de notre fonction alerte d'afficher le nombre pour voir ce qu'il en est, par exemple si nous avons ici un mètre que nous voudrions convertir en centimètres et que nous tapons 10, pourquoi pas, nous cliquons sur le bouton convertir. Alors oui, j'ai un peu oublié tout de même de réactualiser la page, forcément à ce stade mon nouveau code, bien que nous ayons enregistré, n'avait pas été pris en compte. Donc vous voyez que ici on a la conversion qui est faite, notre nombre qui est mis en forme par cette classe, avec le séparateur de milliers, donc c'est parfait, 1 mètre ça fait bien 100 cm, donc 10 mètres on est bien à 1000, et on obtient notre séparateur de milliers. Dans le cas où en revanche on a une conversion avec un grand nombre de décimales, et bien celles-ci sont restreintes de manière à ce qu'on n'ait pas un nombre qui se répercute à l'infini un trop grand nombre de virgules, et si bien que maintenant que notre nombre est formaté, il s'agit, comme le proposait la version finalisée, de l'inscrire ici en visuel propre, donc formaté directement dans le div. Et pour pouvoir accéder à notre div, notre calque, comme toujours, nous utilisons notre méthode getElementById pour accéder à un élément HTML par son attribut ID, c'est-à-dire son identifiant, et si nous allons consulter notre code HTML, constatez que son identifiant est, pardon, j'ai fait un CTRL V plutôt qu'un CTRL C, se nomme résultat, donc que nous prélevons et que nous allons directement coller dans notre méthode document.getElementById de notre objet document pour accéder à ce calque, et en l'occurrence, nous, ce que nous souhaitons modifier, eh bien, c'est son contenu. Mais nous souhaitons le mettre en forme de façon par les balises HTML. Et nous connaissions, nous avions présenté dans une précédente formation, la propriété innerText. La propriété innerText permet d'inscrire du texte brut dans un calque. Et donc, pas de balises HTML, elles apparaîtraient telles qu'elles sont écrites. Il y a, et je vous en avais déjà parlé, la propriété innerHTML, alors un peu particulière dans sa syntaxe, dans la mesure où, comme vous le constatez, les 4 lettres HTML sont en majuscule, qui permet d'écrire et de formater une information avec des balises HTML, comme ceci. Par exemple, on souhaite commencer par inscrire la distance en gras. Donc on va placer dans un premier temps une balise HTML strong pour le gras, suivi, puisque c'est une variable après avoir fermé la double cote, de notre variable, donc dist séparé d'un espace, donc que l'on concatène avec le symbole plus, et puis entre double cote l'espace, que l'on concatène lui-même avec l'unité de mesure d'origine, qui est, souvenez-vous, mémorisée dans notre variable, encore une fois, pas de risque, que nous avons appelé, copier-coller, texte unité dep. Ça, c'est pour l'afficher en gras, mais pas la suite. Donc, nous reprenons par concaténation la suite de notre construction textuelle et nous fermons, puisque c'est comme ça que nous faisons les constructions en HTML, notre balise qui permet d'indiquer la zone de texte à mettre en gras. Donc, nous fermons la balise strong ici avec un petit slash, et puis nous allons ajouter 2 sauts de ligne, BR, les sauts de ligne, comme s'il s'agissait de sauts de ligne manuels, pour mettre le symbole égal. Et puis après le symbole égal, nous ajoutons de nouveau 2 sauts de ligne pour, cette fois-ci, donner l'information sur le résultat de la conversion avec son unité de mesure, mais encore une fois en gras, si bien que nous ouvrons de nouveau notre balise strong, et puis là, comme nous reprenons le flux dynamique et non statique, eh bien nous fermons la double cote pour inscrire notre variable nombre que nous associons séparé d'un espace, donc entre double cote, de l'unité
finale qui est mémorisée dans notre variable texte unité fin, si bien que lorsque nous avons fini, il ne faut quand même pas oublier de fermer notre balise strong qui a été ouverte et qui permet d'encadrer la zone de texte que nous devons passer en gras. Qu'en est-il si nous devions réaliser un petit test à ce stade? Nous réactualisons bien notre page par un CTRL F5 et nous pourrions choisir une conversion inverse, par exemple de savoir l'équivalent de 10 pieds, admettons, en centimètres. Et nous allons cliquer sur le bouton convertir. Et vous voyez que, et ça paraît logique, nous avons un résultat qui est tout à fait présentable. 10 pieds, donc fit au pluriel, l'exception a bien été traitée, en gras, égal au milieu. Puis 2 lignes plus loin, 304,8 cm. Donc notre petite application pour convertir les unités de mesure est tout à fait fonctionnelle. Nous pourrions la dériver, comme je vous le disais, eh bien pour les températures et les vitesses. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est d'accéder aux rangées des tableaux de variables en traitant un très grand nombre de critères grâce à l'instruction switch en JavaScript que nous allons retrouver souvent sur notre chemin, fort utile, et que nous avons présenté dans cette formation. Voilà pour cette petite vidéo et cette application JavaScript. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.